Le Jedi, comment tu vas? Bah, je vais pas très très bien en vrai. Euh, j'ai... Avant de faire cet épisode, j'ai fait une petite sieste et j'ai un peu mal à la tête, j'ai mal à la gorge, j'ai une petite infection à l'œil. Bof bof quoi. Ouais, c'est Désolé de le... commencer comme ça. Mais, Bon, pour tous ceux voilà. qui sont toujours dans l'épisode, c'est l'épisode numéro 53. Ouais. On a tous les deux quelques petits sujets éparses dont on va parler. On espère qu'il y aura une discussion cool qui va se créer autour de ça. Je vous rappelle une fois de plus que on ne sait pas du tout de quoi l'autre va nous parler avant de commencer le podcast. C'est un truc peut-être qui... Les plus anciens ont capté l'info, mais les nouveaux qui sont arrivés peut-être récemment, c'est quelque chose qui est totalement organique et on ne sait pas du tout si on va s'entendre, ne pas se Pas comprendre, du se tout. disputer. Il n'y a pas trop de risques en général, mais Des fois, il y a des épisodes où genre on parle de notre truc et l'autre il réagit pas. Et ok, cool. Et on passe à la suite. Et c'est là les joies de l'aléa quoi. Les oui, aléas du live plutôt. oui, les joies du live. Bon, écoute, est-ce que tu as un truc dont tu veux me parler cette semaine? Moi, il y a des news là qui m'ont beaucoup interpellé. On va dire, il y a deux news. Une sur laquelle tu vas pouvoir dire pas mal de choses, je pense. Mais là, sur la première news, c'est que Crypto.com, je ne sais pas si tu as vu ce qui s'est passé avec Crypto.com. Non, j'ai Donc, pas vu. Crypto.com est on va dire une néobanque focalisée sur la crypto. Ils ont le nom de domaine Crypto.com, c'est quand même pas mal. Et Crypto.com vient de signer un contrat de 20 ans, si je ne me trompe pas, c'est 20 ans, avec le stade de l'équipe de basket de Los Angeles. Et tout le stade va être brandé Crypto.com et le stade s'appellera le Crypto.com Arena. Donc, les 20 prochaines années, à la télé, dès que quelqu'un regardera les matchs de Los Angeles qui se feront à Los Angeles, ce sera on est au Crypto.com Arena. Huge. Hmm. Le deal, c'est 700 millions. C'est incroyable. Moi, j'ai plein de potes là qui sont fans de basket, tu vois, en Belgique. Ils connaissent rien à la crypto. Eh ben, quand ils vont entendre pendant les saisons, parce que c'est des mecs hardcore qui regardent toutes les saisons, qui restent réveillés la nuit et tout pour regarder les lives, quand ils vont entendre en boucle crypto.com, 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 Un jour, ils vont aller sur crypto.com, ils vont quoi. aller sur crypto.com, ils ouvront un compte peut-être sur crypto.com et ça y est, ils seront bordés. Donc, je trouve ça huge. Et le deuxième truc, alors tu vas peut-être nous en dire un peu plus, mais je viens de voir les derniers chiffres il y a quelques minutes. Le montant qu'ils ont réussi à lever pour racheter la Constitution, Ah c'est oui, c'était un de ces euh, jeux d'aujourd'hui. Trop bien. 45 millions, je crois. On a 45 millions, c'est ça? Oui, enfin, la J'ai dernière fois vu que il j'ai y a quelques regardé, c'était minutes au-dessus de là. 40. Ouais, Ils disclosent pas le montant exact. Pourquoi? J'imagine que c'est pour des raisons de concurrence pendant le bid hmm, auprès de la maison de vente. C'est-à-dire que ouais. si on sait, si le gars qui est en face de nous sait exactement combien on a de dispo, il peut bider à partir de ce montant-là, quoi. Ou bien il sait qu'on n'ira jamais au-dessus de ce montant-là parce qu'on ne peut pas mettre plus. Donc ils sont volontairement un petit peu Flou. discrets là-dessus. Bah justement, est-ce que tu veux nous en parler de ce truc? Bah écoute, oui, en effet, j'avais prévu de t'en parler. Disclose, j'ai fait une donation ce matin, moi, je sais pas si C'est toi une t'en as petite fait une ou pas. donation, toute petite, genre Ouais, vraiment toute petite, parce que pour le coup, je suis pas. C'est vraiment symbolique, je trouve. ouais, Et donc c'est pour le ça. symbole, je l'ai faite, mais j'ai pas craqué quoi. Et je trouve ça extraordinaire, on en parlera peut-être après, mais qu'il y ait des gens partout dans le monde. En fait, donc on parle de la Constitution des États-Unis. Il y a 13 copies existantes de cette Constitution datant du jour où elle a été signée par les 13 États. Je pense que oui, c'est ça, 13 États. Euh, Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y en a que deux qui sont dans une collection privée. Celle-ci, donc celle qui est mise en vente, et une autre. Les 11 autres sont dans des collections publiques ou bien à regarder dans des archives d'État. Donc, une de ces constitutions, un de ces exemplaires de la Constitution des États-Unis est mis en vente aujourd'hui, enfin dans la semaine prochaine, je pense, par Sotheby's, qui est une maison de vente, une maison d'enchères dans l'art. Euh, on estime qu'elle vaut autour des 20 millions de dollars. En 7 jours, il y a quelques jours, il y a une dizaine de mecs dans la crypto, de mecs et de filles d'ailleurs dans la crypto, qui se sont dit, OK, montons une DAO pour racheter cette constitution, ou en tout cas pour pouvoir bider dessus de façon concrète.
En 7 jours, enfin là, ça fait quelques jours qu'ils sont dessus, ils sont déjà validés par Sotheby's, ils ont passé un KYC, etc. La DAO a réussi à récolter aujourd'hui, comme l'a dit Jedi, autour C'est de bien. 45 millions de dollars. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a littéralement des gens partout dans le monde qui investissent sur enfin, qui investissent, qui font des donations, parce qu'en fait, il y a rien d'autre qu'un token de gouvernance qui sera délivré à la fin. Donc, en gros, pour toute personne qui investit ou qui fait des donations pour racheter cette constitution à ce projet-là, qui s'appelle Constitution DAO, euh, il n'y aura aucun avantage lié à la constitution. C'est pas une tokenisation de cette constitution. On n'a pas droit par exemple, à une lettre ou à un millimètre carré de cette constitution. Non, on a juste droit en fait à un token de gouvernance. Ce token de gouvernance, à quoi il va servir derrière? Il va servir à décider de, OK, est-ce qu'on l'expose dans tel musée ou dans tel autre musée? Est-ce que si un jour, peut-être que si on la revend, à ce moment-là, il y aura aussi le token de gouvernance qui rentrera en jeu, etc., etc. Donc, il n'y a aucun espoir de faire, entre guillemets, enfin, il n'y a aucun espoir de faire du profit là-dessus en théorie. Après, moi, ma théorie privée, qui vaut ce qu'elle vaut, c'est que je pense que ça envoie un super signal qui sera enregistré pour le reste des temps humains sur cette blockchain Ethereum, c'est que François, Jedi et des milliers d'autres personnes ont participé au rachat de cette constitution. Mhm. Et peut-être que tout comme les gens qui ont donné à Gitcoin, Gitcoin, enfin, c'est un site web qui permet de faire des donations en ETH, je pense principalement en ETH, pour les petits projets qui sont en train de se lancer sur la blockchain Ethereum. Peut-être d'ailleurs qu'ils font ça sur d'autres chains aussi, mais j'en sais rien. Et en gros, il y a quelques mois, enfin, au cours des 2 dernières années qu'on a passé dans la crypto, il y a plusieurs projets qui, en se lançant, ont fait des airdrops à des gens qui avaient donné, qui avaient contribué Mhm. sur Gitcoin. Et ma théorie à moi, c'est de dire que ça envoie un signal assez fort pour que toute personne qui, dans le futur, aurait envie de lancer un projet qui soit plus ou moins lié à cette constitution ou qui soit Mhm. plus ou moins lié à quelque chose de très symbolique comme la constitution, se dise, OK, j'ai envie d'incentiver ces gens-là parce que c'est mon audience typique, c'est l'audience cible dont j'aurais besoin sur mon projet, je vais faire un airdrop à ces gens-là. Donc ça, c'est ma Ouais. théorie, mais il n'y a vraiment sinon aucun autre espoir de faire un profit, je pense. Euh, et du coup, on n'est pas encore sûr d'y arriver, hein. Ouais. Il n'y a encore rien qui est fait, mais ça envoie un signal sur le marché qui est énorme. Il y a eu un article sur la page, la une du Wall Street Journal, je pense. En 7 jours, des gens vont réussir à racheter, ou en tout cas à bider correctement sur cette mise en vente, cette mise aux enchères du dernier exemplaire détenu par un privé de la Constitution américaine. Et ça, c'est extraordinaire. Euh, Ouf. Ça Je suis sûr que envoie ça un va signe. passer aux 20 heures. Il y a moyen que ça passe aux 20 heures, ce truc. Oui. Et puis, je sais pas ce que tu en penses, mais tu en penses quoi que même des gens qui ne sont pas les Américains, comme nous, on investisse, Hmm. enfin, on mette de l'argent la main à la pâte pour ce genre de projet. Je trouve que ça en dit long aussi sur le côté global et le Mhm. Mhm. côté un petit peu, oui, jump in the train. Euh, oui, enfin, je sais pas, il y a une forme de fête qui est en cours, là, même si aujourd'hui, depuis une semaine, le marché décroche un peu. Il y a quand même une forme de fête, un groupe de personnes sont tellement bien ensemble, ou en tout cas sont tellement alignés d'un point de vue incentive, que même pour des projets de donation de ce type-là, on se lance. Et ce qui est intéressant, ce dont je voulais parler en fait aussi, c'est le site web par lequel toute cette donation, toutes ces millions de milliers de donations est organisée. Ça s'appelle juicebox.money. Donc jukebox comme enfin, c'est un jeu de mots entre jukebox et juice. En fait, c'est pas du tout un jeu de mots. En fait, j'ai de la merde. Je suis pas assez anglais pour le savoir. Mais en fait, Juicebox, je pense que c'est juste un petit gobelet Ouais, je de jus pense de aussi. fruits. Ouais, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec le jukebox. Ok, François. Du coup, Juicebox Money, euh, c'est un moyen pour tous les projets qui se lancent, justement, de récolter des fonds et d'une façon relativement streamlinée que je trouve super intéressante, puisque quand tu fais une donation, tu peux y attacher un message, une image, quelque chose qui te Mhm. représente toi. Alors, je sais pas si toi, tu as écrit quelque chose, moi, j'ai écrit J'ai quelque rien chose. mis. J'ai rien mis. Ouais. Ok. Et ce qui est marrant, c'est que les gens qui mettent très peu d'argent, en général, ont tendance à mettre beaucoup de caractères, tandis que les gens qui mettent beaucoup d'argent, j'ai vu des gens qui mettaient 10 Ethereum,
donc c'est l'équivalent de quasiment 40 000. 42 000 dollars aujourd'hui. Ouais. Ils mettent pas de message. Moi, j'ai mis un petit message, j'ai mis 0,1 ETH, j'ai mis un petit message. Ah, quand même. Euh, oui, oui, Tu vois, que moi, j'étais. j'étais très léger, moi. Tu vois, c'est vraiment juste symbolique. Hein. Et Ouais. tu sais pourquoi j'ai fait ça? Parce que hier, j'ai manqué un drop sur une île DAO. C'est de l'argent que j'avais prévu pour ça et je me suis dit, bon, ben, fuck it. Euh, du coup, euh, Juicebox Money, ça a été fondé par. J'ai pas regardé par qui ça a été fondé, mais je sais bien qu'ils ont récolté des fonds, notamment auprès de Dragonfly Capital, Mhm. qui est une firme d'investissement qui est assez connue dans les cryptos. Euh, et ça fonctionne super bien. En fait, leur modèle de rétribution, c'est qu'ils conservent 5% de la totalité du montant levé par un projet. Alors là, on est sur, si on dit 40 millions, on est sur 2 2 millions, millions. 2 millions Ouais. de Ouais. dollars qu'ils vont garder pour eux pour avoir fait ce truc, enfin juste pour avoir été le site web qui a été choisi pour récolter de l'argent pour acheter la constitution. Donc c'est assez fort. Comment est-ce qu'ils justifient ça auprès des teams? Ils disent, on a un token, il y a le Juicebox token, qui est euh, équitablement redistribué aux teams qui se lancent sur Juicebox. D'ailleurs, j'ai acheté aussi un peu de token ce matin. J'étais vraiment juste un ape basique. Je n'ai pas regardé les détails. Je n'ai pas regardé la market cap. Je ne suis même pas rentré dans la DAO. J'ai rien fait. J'ai juste acheté en me disant, bon, c'est intéressant ce concept. Mm. Ça m'a paru si bien organisé, si bien streamliné que je me suis dit, OK, c'est peut-être pas anodin ce qui est en train de se passer là. Peut-être qu'il y a d'autres projets. D'ailleurs, il y a des gens qui parlent aujourd'hui de racheter, je ne sais pas si tu as vu Tout. Seaward. J'ai vu. Ils veulent tout racheter en vrai. Maintenant, Ouais, il dit ouais. pourquoi on ferait pas une DAO pour tout racheter, quoi. Et d'ailleurs, t'as écouté le dernier épisode avec Balaji et Tim Ferriss? Alors, je suis en plein milieu là. En plein milieu. Ah, il fait mal au crâne. Hein. Il fait mal Ouais, au ouais. crâne cet épisode. Ce Mais type est très difficile à suivre. Très ouais, difficile. mais Enfin, Tim dans le Ferriss a du mal sens, à le suivre. oui, oui, Tim Ferriss, en fait, il y a un gars qui a très bien résumé, qui a été d'ailleurs retweeté par Tim Ferriss, qui a dit, en gros, il a rejoué le dialogue qu'il y avait entre Tim Ferriss et Balaji, et il dit, Balaji, deux points, ouvrez les guillemets, do you know about this? Et Tim Ferriss dit, non. En gros, tout l'échange, c'est ça, en fait. C'est le type qui balance, qui fait du brain dump à 100% sur des sujets qui sont techniques C'est et quand fou, même, hein. l'air de rien, Mais moi, underground, tu vois. mais C'est c'est des ouf concepts parce qui sont que underground. c'est ça, c'est vraiment cet épisode-là. Moi, je suis à 4 heures sur 5 là et je conseille vraiment à tout le monde. Hier, j'ai matraqué deux potes à moi. Je leur ai cassé le crâne en mode, les gars, écoutez cet épisode, écoutez cet épisode, écoutez cet épisode. Ils me disent, mais 5 heures d'épisode, mec, genre jamais de la vie. Et c'est vrai que Balaji pendant 5 heures, Faut tenir, ouais. faut tenir. Tu fais pas autre chose à côté, pour le coup. Ça, c'est un des rares trucs sur lesquels je suis devant mon écran. Je peux pas l'écouter. Enfin, je peux pas juste l'écouter. Je dois le regarder, je dois regarder son visage parce Ouais. que j'arrive pas à tenir, tu vois. Et, euh, et c'est ouf. Il te parle de trucs, tu vois. Et à chaque fois, en fait, il drop des concepts. Et d'ailleurs, il drop un concept pour lequel dont je voulais parler aujourd'hui. Au final, je les skip et j'en parlerai dans un autre épisode. Je l'ai mis de côté. Mais tu vois, quand il dit par exemple, enfin des trucs à la con, tu vois, mais quand il explique le bundling, unbundling, rebundling en permanence et qu'en fait, pour lui, tout est bundling, unbundling, rebundling, quand il explique que attends, c'était comment le truc? C'est que, après, on va pas s'attarder là-dessus, mais que créer une ligne de production, c'est plus dur que créer le produit final. Et alors, il explique le pourquoi du comment. Il va nous sortir un Là-dessus, petit bouquin. là-dessus, c'est ça le livre dont il parle, Ah, Le ok. but de Gaulle en anglais, qui a été écrit par Eliyahu Goldratt, Ok. qui raconte en fait, c'est un scénario totalement fictif, enfin je pense qu'il est totalement fictif, d'un mec qui est à la base dans la tech, qu'on envoie dans une usine qui fonctionne plus bien et qui réinvente tous les process, qui réinvente toute la façon dont la ligne est organisée. Et c'est ça auquel il fait référence dans le podcast. Il dit c'est tellement plus difficile d'imaginer une ligne de production et de la créer que de l'opérer. Et en fait, tu vas voir, quand tu auras reçu le livre Individu souverain, tous les concepts de Balaji sont Ouais. majoritairement empruntés de ce livre-là.
Mhm. Il en Ouais, il parle en a beaucoup d'ailleurs. beaucoup Ouais. dit et ça m'a du coup fait penser à ce que tu me disais. Ouais. Euh, ok, bah, donc voilà, donc ouais, Balaji, il faut l'écouter. Et donc, dans l'épisode, bah, il dit en fait, on pourrait racheter tout, dont des plateformes pétrolières, dont des trucs et tout. Et justement, ça me faisait penser à ce que tu avais parlé la fois passée. Mais c'est très. L'épisode est assez ouf. Mais oui, donc aujourd'hui, il y a plein de mecs qui se disent bon, vu qu'on a réussi à faire ça avec la Constitution, en vrai, on peut faire ça avec tout. Et c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Vas-y, t'allais dire un truc. Et du coup, ils veulent racheter là. J'ai vu, ok les gars, c'est bien de racheter la Constitution, mais est-ce que ce serait pas mieux de racheter SeaWorld? SeaWorld, c'est un parc d'attractions Hmm. avec des animaux enfin, des animaux détenus dans des grands aquariums, des orques, des dauphins, tout ça, des grands mammifères, et ou des grands cétacés plutôt, et c'est très décrié par la population. Mhm. Parce qu'en gros, ils disent que, enfin, la population. D'ailleurs, il y a pas mal d'épisodes de Joe Rogan qui a amené un des éleveurs de SeaWorld sur son podcast qui dit c'est dégueulasse, les bêtes, elles souffrent réellement. Et du coup, là, ils voudraient racheter SeaWorld. Et j'imagine que l'idée derrière, mais t'imagines d'un point de vue symbolique, une fois de plus, le bruit que ça ferait de un groupe de crypto rachète SeaWorld et remet en liberté ou bien alors enlève toutes ces histoires de spectacles, etc. Je suppose que les bêtes ne peuvent pas être mises en liberté comme ça, elles sont plus capables de se Ouais, débrouiller dans la et ça nature. doit être beaucoup plus dur aussi que racheter une constitution. C'est-à-dire que là, tu rachètes une entreprise, tu vois, il y a une entreprise à Ouais, faire ouais. tourner, donc ça doit être 1000 fois plus dur que juste racheter un bout de papier chez Sotheby, quoi. Oui, et puis j'imagine que Mais quand même. s'ils virent les animaux ou qu'ils veulent plus les faire jouer, leur faire faire des démonstrations, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui perdent leur emploi, etc. Donc là, on rentre Ouais, dans la ouais, vie réelle, concrète de... ouais. C'est bien beau d'imaginer des trucs, mais bon. Mm, mm, mm. Donc le but, ça c'est un livre que je conseille à tout le monde, que j'ai pas encore lu entièrement. On m'a martelé plein de fois aussi en privé pour que je le lise. Du coup, là, il est revenu sur le top de ma to read list. Et voilà. Tu veux que j'enchaîne parce que ça rejoint exactement ce dont on est en train de Vas-y, parler. vas-y. Euh, donc, en gros, l'histoire de la Constitution, elle rejoint l'histoire que je m'apprête à vous raconter là, enfin à te raconter, que tu as regardé aussi, je sais bien que tu connais. Mais si on prend un peu de recul, en fait, c'est combien de fois dans ta vie tu as la chance de participer à quelque chose d'historique? Combien de fois dans ta vie tu as la chance de faire quelque chose, de participer à un projet qui fait quelque chose pour la première fois? Une DAO qui rachète une constitution, c'est la première fois. Eh bien, là, de ce dont je vais te parler, c'est de CityDAO. Mm. C'est ce projet un peu loufoque qui a été, enfin, pas du tout loufoque d'ailleurs, qui est très concret, de racheter des terrains via une DAO. Et ça a été fait par Scott Fitzsimmons. Le gars, en fait, il a une expérience chez Airbnb, enfin, il a lancé un Airbnb du parking, grosso modo, Airbnb du garage, Airbnb du parking. Il avait levé des fonds, je pense qu'il avait levé 20 millions de dollars, un truc comme ça. Donc il a très vite expérimenté à titre personnel la complexité de comment est-ce qu'on organise une ville, quelles sont les règles de l'urbanisme, pourquoi est-ce qu'on a le droit de construire un parking, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit, pourquoi autant de place, pourquoi pas autant de place, et pourquoi autant d'étages, etc. Donc tu vois, à titre personnel, il est passé tout ça, par tout ça. Et puis il y a quelques mois, il a voulu lancer une DAO qui s'appelle donc CityDAO, dont le but est de racheter en tant que DAO le premier terrain, pour pouvoir qu'il appartient à la DAO. Bref, je sais pas comment on dit, on appelle ça un terrain, je sais pas, c'est un terrain quoi. Ouais. Et du coup, Constructible, je sais pas. Terme voilà, c'est ça. constructible. Il y a eu plein d'autres, je sais pas, il y a eu plein de mèmes là-dessus, sur cette thématique-là. Il y a eu Akon City, je sais pas si tu avais suivi à Mhm, l'époque. mhm, C'est le rappeur Akon qui voulait faire sa ville en Afrique, la ville enfin la ville la plus géniale. Je sais pas s'il y a quelque chose qui est sorti de la Terre, je pense mhm, pas. J'en sais rien en fait. Et puis, il y a d'autres projets. Il y a Citycoin qui fait en gros des coins par ville. Il y a pas mal de maires aux États-Unis qui sont en train de se brander autour de la crypto, etc. Donc, en gros, il y a par exemple, il y a Francis Suarez à Miami qui est très connu pour avoir été très, très pro Bitcoin, pro crypto. C'est d'ailleurs
un de ses atouts marketing, c'est ça en fait. Si on prend de la distance par rapport à tout ça, probablement qu'ils n'ont rien à kick de la crypto. Par contre, ils ont compris que sur Twitter, etc., ça les mettait en trend, en tendance, quand ils parlaient de crypto, quand ils s'affichaient avec des entrepreneurs dans la crypto, et quand ils faisaient quand ils acceptaient leur premier bulletin de salaire en crypto, en Bitcoin. Tu as Eric Adams, le nouveau maire élu de New York, De New York, ouais. qui va accepter ses 3 premiers mois de salaire, je pense, en Bitcoin, et qui veut faire de New York la crypto city au sens pur du terme. Ben, bref, tu as des mecs qui se sont dit, OK, d'accord, il y a quelque chose à faire. On avait parlé aussi dans notre podcast de ces tentatives de créer des États parallèles, etc. Ben, eux, ils ont racheté 40 acres, je ne sais pas comment on traduit ça en français, mais en gros, j'ai regardé, c'est 160 000 mètres carrés dans le Wyoming. Pourquoi Wyoming? Parce que le Wyoming est le premier État à avoir passé une loi sur les DAO qui les reconnaît en tant qu'entité légale. Donc c'est pour ça que ça s'est passé là-bas. Euh, on voit des photos, ils ont planté un petit drapeau sur le terrain, etc. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a une source d'eau potable sur le terrain aussi. Et en fait, ils ont créé des NFT pour financer cet achat et pour financer la DAO. Ils ont créé des NFT qui représentent quelque part un peu la citoyenneté sur ce sol, en tout cas pas sur ce sol, mais dans la DAO. Bon, bref, c'est un peu compliqué. C'est pas encore très clair. On n'a pas le droit, quand on achète le NFT, on n'a pas droit à un terrain, on n'a pas droit à une parcelle. Mais probablement, et d'ailleurs, c'est là-dessus que je reviens sur l'histoire du Balaji. podcast de Tim Ferriss et de Balaji, c'est qu'on peut imaginer plein de façons d'organiser ça différemment, juste en détenant un NFT et plus en détenant de la terre, plus en détenant un lopin de terre. Et donc, c'est très intéressant de voir vers quoi ça va aller. C'est compliqué parce que c'est à l'intersection entre la blockchain et le monde réel. Et le monde réel, il est fait de terrain, il est fait aussi de lois, etc. C'est pas juste sur Internet des protocoles de lending et de borrowing et YOLO, tu vois. Donc, tu es obligé d'être un peu plus réfléchi là-dessus. Et donc, je regarde ça avec beaucoup d'intérêt. J'en ai pris aussi des NFT là-dessus. Je sais pas du coup sur quoi ça va déboucher. Je sais bien que Vitalik Buterin est très chaud sur le sujet. Il a écrit un article sur les CryptoCities aussi. Il a acheté aussi le NFT. Donc, on va voir vers quoi ça va partir. Mais donc voilà, je sais pas si toi, tu as un peu regardé tout ça. Non, parce que du coup, moi, j'ai pas acheté CityDAO, mais effectivement, Balaji parlait de la dissociation qu'on peut faire maintenant entre l'actif spéculatif et notre bien immobilier. Et du coup, il expliquait comme quoi aujourd'hui, effectivement, pour avoir une ville, en fait, tu n'es plus propriétaire des maisons, mais tu as droit à accéder aux maisons pendant un X période de temps. Et c'est super intéressant. Encore une fois, c'est dans le podcast. C'est 5 heures, les gars, je sais, mais c'est assez ouf, quoi. Mais sinon, je connais pas, enfin, j'ai pas creusé plus de ça, ce sujet-là. Si on parle D'ailleurs, d'immobilier, je peux. Pardon, vas-y. juste pour terminer là-dessus, ils veulent aussi imaginer une autre forme de taxe. Et je pense que c'est un concept qui est souvent abordé par Balaji. Je ne connais pas le détail du concept, donc je vais juste drop knowledge comme ça, le peu de knowledge que j'ai là-dessus. Il parle de la taxe Arbinger, qui consiste en fait, toi, quand tu as un bien immobilier, c'est à toi de décider la valeur de ce bien. Et en échange, tu paieras un pourcentage, par exemple 2%, de taxes sur la valeur de ce bien. Par contre, si tu revends ta maison après, tu es obligé de la revendre au prix auquel tu as évalué ton bien à la base. Bien sûr, je suppose que ça prend en compte l'évolution naturelle des prix, etc. Tu vois, mais en gros, il n'y a plus de spéculation pure en mode j'achète ma maison le plus bas possible et puis ensuite, quand je la revends, j'essaye de gonfler le prix à un max qui crée des distorsions de marché, etc. Et c'est très intéressant de voir en fait que du coup, tu es obligé de réfléchir, ok, tu es obligé de faire un arbitrage entre je considère que ma maison ou que mon NFT, dans ce cas-ci, vaut autant, je vais payer une taxe dessus, mais du coup, quand je le revendrai, je sais bien que je gagnerai au moins ça, plus l'évaluation à la date actuelle. Enfin, c'est intéressant, tous ces concepts-là sont des concepts. En fait, on Intellectuellement voit. stimulant. Ouais, c'est Ça, très c'est sûr. stimulant. Et on voit que c'est des mecs qui sont dans la tech, qui pensent en mode database, avec des entrées, des sorties, des abscisses et des ordonnées, qui se disent, OK, d'accord, comment est-ce qu'on fait pour que ce système soit
plus efficace. Et d'ailleurs, juste pour terminer là-dessus, une fois de plus, c'est un des grands points de Balaji, c'est de dire que, en gros, l'ingénieur ou le mindset ingénieur, c'est ce qui permet à notre civilisation d'évoluer. Et on pourrait d'ailleurs définir que l'être humain se caractérise en tant qu'être humain parce qu'il contient et qui crée de la technologie. Mhm. Et c'est un juste retour peut-être, et c'est peut-être d'ailleurs là-dessus qu'on va retrouver du progrès, de la croissance, que ce soit des ingénieurs qui, via des blockchains, c'est-à-dire via une interface intermédiaire par rapport au monde réel, réinventent le monde réel. Tu vois. Je me réjouis vraiment de voir à quoi ça va ressembler dans 10, 15, 20 ans. Très transhumaniste, tout ça, mais Oui, bien sûr, euh, il y aura des évidemment, dérives, évidemment. il Non, y a non, des mecs qui mais vont péter c'est des pas une plombs. critique. Juste, Ok, ok. Bah écoute, en parlant, alors on va pas parler là de NFT, quoique la boîte dont je vais te parler a fait un NFT récemment et je te l'avais envoyé. Bon, mais c'est une boîte qui est par contre très connue dans l'immobilier parce qu'elle a fait la majorité de sa fortune. Un de ses key factors de sa fortune, c'est l'immobilier, c'est McDonald's. Ouais. Et alors, en lien avec le NFT, bah, récemment, McDonald's a fait des NFT. Je te l'avais envoyé. C'était pas très, très ouf, mais ils ont même lancé leur premier NFT. Je sais pas ce que ça a donné. Mais en gros, j'ai vu un tweet qui était assez cool sur les quelques techniques que McDonald's a mis en place pour augmenter ses ventes. McDo, juste comme ça, il faut savoir que c'est une boîte qui vaut 190 milliards. Juste comme ça. Alors, c'est juste 190 milliards. Et il faut savoir qu'1% de la population mondiale mange tous les jours chez McDo, ce qui est gigantesque. Et donc, en gros, McDo, c'est toutes ces dernières années, pendant que leur empire s'agrandissait, a eu des problématiques que tout business a, c'est de augmenter son CA, augmenter son chiffre d'affaires. Et les deux choses à absolument faire selon McDonald's pour pouvoir augmenter son chiffre d'affaires, c'est deux points clés. C'est d'accélérer le parcours client lors de l'achat sur place et au drive. Je ne vais pas vous expliquer c'est quoi le drive. Je pense que tout le monde ici sait c'est quoi le drive et tout le monde a déjà mangé chez McDo. Bon, on va pas rentrer là-dedans. Et la deuxième chose que McDonald's doit absolument faire et qu'a réussi à faire, c'est faire acheter des burgers signature. Donc les fameux burgers signature, c'est les burgers spéciaux que tu vois toute l'année. Par exemple, le McBaguette, le machin truc. C'est toujours les nouvelles inventions de McDonald's. Et en fait, c'est les burgers les plus chers à la carte de quelques euros, pas énorme peut-être pour nous parce que McDo, ça reste du cheap food, mais à l'échelle de McDonald's, vendre signature, c'est beaucoup mieux que vendre un Big Mac. Alors que de façon traditionnelle, McDonald's est connu pour deux burgers, le Big Mac et le McChicken. C'est les deux burgers phares qui se vendent le plus chez McDonald's. Et en fait, ces 15 dernières années, McDonald's a dû tout faire, tout mettre en place pour vendre plus de burgers signature à la place des Big Mac et des McChicken. Euh, et donc ça, c'était un des plus gros challenges, c'est qu'en fait, la base utilisateur de McDonald's, elle était déjà fan de certains burgers, et donc ça allait être très dur de les faire passer à la suite. Donc, ils ont mis en place un tas de stratagèmes, et quelques stratagèmes du UX, de marketing qu'on connaît un peu. Et je vais t'en citer 5. C'est très simple, c'est pas très compliqué, mais moi, j'aime bien de voir un peu comment, au jour le jour, des produits qu'on consomme au quotidien, ou que certains consomment au quotidien, en fait, ils utilisent des techniques de psychologie ou de marketing pour nous convaincre à faire des choses qu'à la base, on n'aurait peut-être pas fait. Par exemple, euh, sur les pancartes, tu sais, au-dessus de la caisse de McDonald's, tu as souvent la liste de tous les produits de McDo. Et il faut savoir que McDonald's, pour les burgers signature, donc les burgers qu'il a envie absolument de vendre, fait des vidéos et il ne le fait pas pour les autres. Donc, quand tu as l'écran, tu as plein de burgers statiques et tu en as certains, soit ils sont animés, soit il y a carrément toute une vidéo mise en place qui tourne pendant plusieurs secondes sur ce burger-là. Mais ça, c'est les burgers que normalement, tu es censé acheter plus que le reste. Et d'ailleurs, c'est ce qui est valide. Effectivement, c'est les burgers qui tournent en vidéo qui sont le plus achetés. Donc la vidéo a un effet de conversion plus grand que l'image, ce qui est pareil Exactement. sur Facebook, pareil sur Et pareil Insta, sur... pareil. Exactement.
Exactement. Et donc, McDonald's le vit en live sur Ouais. ses écrans. Une deuxième chose, c'est de montrer les burgers qu'ils ont absolument envie de vendre avant même que tu rentres dans le McDonald's. Donc, avant même que tu rentres dans le McDonald's, très souvent, devant le McDo, tu vas avoir des pancartes, ou même quand tu vas au drive-in, avant de voir la Hmm. carte du menu, tu vas voir 2 ou 3 cartes avant, pendant que tu roules, que tu rentres dans le drive-in, avec des burgers. Et ceux-là, c'est toujours les burgers signature. Et c'est ceux qui se vendent le plus. Et en fait, le mec qui a fait ce tweet a droppé un chiffre assez intéressant. C'est que pendant les buffets, 70% des gens mangent toujours les 3 premiers plats qu'il y a dans un buffet en fonction de la direction où le buffet va. Donc c'est simple, c'est qu'on prend toujours les premiers choix qu'on a devant nous. Même si le meilleur choix au fond, on prendra toujours les premiers. Tu Bon, penses, et moi je pense qu'il y a aussi un effet, enfin je sais pas, c'est quelque chose qui me passe par la tête, mais genre tu commences le buffet, tu vois qu'il y a des gens devant toi, tu sais pas s'il y aura toujours ce que tu veux quand tu arrives au fond, du coup tu remplis ton assiette à l'avance. je sais pas, j'ai pas lu son étude, donc je ne saurais pas te dire. Une deuxième chose, c'est que les gens sont naturellement attirés par les images groupées, où il y a plusieurs objets mis de façon symétrique sur l'image. Donc, par exemple, les burgers signature, ils seront toujours en vidéo ou en photo, mis avec d'autres burgers signature dans une symétrie spécifique qui plaît Hmm. à l'œil. Par exemple, ils sont très souvent, tu vas avoir le burger au centre et 2 burgers derrière de façon symétrique, tu vois. Et notre œil ira toujours vers les symétries et là où il y a le plus d'objets dans la symétrie. Euh, et effectivement, moi, je le vois très bien quand je vais dans un McDo, c'est ce que je vois, quoi. Une deuxième chose, pour notre bonne conscience, quand on va au McDo, on se dit, bon, là, je vais bouffer comme un gros porc, ça va pas être bien. Mais si je vois un petit truc healthy autour de mon burger, peut-être que je vais tendre plus vers là. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Dans les burgers signature, ils mettent dans la photo, au fond, ils vont mettre des salades et des bouteilles d'eau. Ce qui va nous rassurer, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, auquel on ne réfléchit pas, c'est inconscient, mais ça va nous rassurer, on va se dire, et notre cerveau va se dire, il y a une bouteille d'eau, il y a de la salade, donc peut-être que ce burger est bon. Et en fait, c'est juste une image en background, qui a comme volonté de vous faire acheter ce burger-là. La dernière chose qu'ils font plutôt bien pour accélérer l'expérience d'achat et pour améliorer l'expérience d'achat, c'est de séparer les files d'attente. Donc très souvent, quand tu vas au McDo et que tu fais pas le drive-in, mais tu vas via l'intérieur, tu vas à la caisse, il y a une file de caisse, tu prends ta commande et on va te demander de te décaler et de te mettre sur une autre file qui va être la file d'attente. Et on va te demander de faire une file d'attente. Et en fait, là, ce qu'ils font simplement, ils séparent la file en deux et tu auras toujours l'impression d'attendre moins que s'il y avait une seule file qui est la file de commande et la file d'attente. Bon, Voilà. quelques trucs que McDo fait. Il y en a d'autres. C'est un tweet où il y a d'autres petites techniques comme ça, un peu plus subtiles, qui étaient bien, mais ça n'a pas trop sens d'en parler. Mais vous irez voir ce tweet et moi, ça me fascine. Et ce mec-là a fait la même chose pour Starbucks. Euh, il a fait le même tweet pour Starbucks. Et bon, il y a plein de choses que vous connaissez tous. C'est par exemple, dans le cappuccino, il y a pas de différence entre les tailles. La seule différence, c'est le lait, pas le café qu'il y a à l'intérieur. Donc, vous payez beaucoup plus dans la différence de taille. Et en fait, ce que vous avez en plus, c'est du lait et pas du café. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont assez connues chez Starbucks. Et il en a fait tout un thread. Donc ça, c'était pour McDo. Et pourquoi je parlais d'immobilier? C'est parce que McDonald's est connu pour être avant tout une société d'investissement immobilier et que la grande force de McDonald's, c'est la franchise et que la plus grande problématique que les business de franchise ont, c'est de garder leurs franchisés, d'avoir un pouvoir sur leurs franchisés. Et la meilleure façon d'avoir un pouvoir sur les franchisés, c'est que la maison mère soit propriétaire de l'immeuble. Et donc, c'est ce que McDonald's fait. Et d'ailleurs, dans le film avec le fondateur de McDonald's, je ne sais pas si tu as eu la chance de voir ce film, tu le vois, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il rachète à tour de table des terrains et des immeubles. Et en fait, c'est parce que c'est le sol et les briques, c'est ce qui lock le franchisé. C'est ce qui permet, si le franchisé veut faire des conneries, tu peux lui dire à tout moment, mais en fait, si je veux, je te dégage de la terre, parce que c'est nous, McDonald's, qui en sommes propriétaires.
Donc, c'est un peu le cadenas que McDo a réussi à avoir. Et c'est pour ça que McDo, le même de McDo dans le monde de la finance, c'est que McDo, en fait, c'est pas une boîte qui vend des burgers, c'est une boîte qui achète des terres et des immeubles. Et d'ailleurs, J'ai adoré cette scène. le plus gros, apparemment, un des plus gros assets détenus par McDonald's, bah, c'est de l'immobilier, en fait. Oui, oui, c'est ça. Euh, You're not in the business of making burger, you are in the business of real estate. Exactement. Dans le film. J'adorerais parler, je vais creuser ça dès que j'aurai un peu de temps, mais le business des franchises, c'est un des Mm. business les plus juteux qui existent, les mieux organisés, les plus performants probablement aussi, les plus streamlinés. Et aujourd'hui, pour les jeunes comme moi en tout cas, c'est totalement abstrait. C'est-à-dire que on en voit partout des mecs, il suffit d'aller sur LinkedIn d'ailleurs, où des mecs qui sont des franchisés de grands groupes, qui ont lancé leur business, ils ne savaient rien au moment où ils l'ont lancé. La plupart du temps, ils avaient beaucoup de bagou, surtout dans la génération peut-être de l'âge de nos parents, là, entre 35 et 55, 60 ans. Il y en a plein qui ont fait ce genre de business. Et je veux trop comprendre comment ça fonctionne réellement. Je veux trop comprendre comment tu fais pour apply, pourquoi tu es choisi, pourquoi Mhm. tu n'es pas choisi. Enfin, tu vois, Mm. tout ça, je veux le Je sais que par comprendre. exemple, chez Starbucks, il faut avoir une expérience de barista. Il faut avoir au préalable déjà avoir été propriétaire d'un bar ou Mm. d'un café. Mm. Et ensuite, il y a un tarif, quoi. Il y a un tarif fixe à payer en amont pour pouvoir détenir la franchise. Et après, je ne sais pas le reste, comment ça se fait. Mais par exemple, je sais que Starbucks, tu ne peux pas dire demain, vas-y, j'ouvre Starbucks. Tu vois. Et ça doit Mhm. être pour plein d'autres franchises, il doit y avoir plein de conditions. Oui, c'est ça. Bien sûr, il y a autant de monde des franchisés qu'il y a de franchisés dans ce monde. Donc, Ouais. c'est très compliqué. Il y a les Leclerc, tous les magasins de parfums, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, la Ouais, Planète ouais, Parfum, etc. Enfin, tu vois, tout ça, ouais. très intéressant. Et, j'ai envie de creuser parce que je suis sûr que c'est un moyen de croître qui est sous-représenté aujourd'hui et du coup, enfin, en tout cas, sous-représenté dans notre génération. Et c'est quelque chose que je ne connais pas, je veux le comprendre et j'espère que je serai capable de l'expliquer un jour sur le podcast. Clairement, Voilà, clairement, voilà. clairement. Qu'est-ce qui Et se donc, passe là? Il y a un non, tweet non, qui vient non, de non. passer là. Non, 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 c'est juste, j'ai une fenêtre qui ne voulait pas se fermer et j'ai pensé que j'avais perdu le zoom. Et j'étais en panique, j'étais en mode merde, ça marche plus, qu'est-ce qui se passe? Euh, un petit truc là que j'ai découvert aujourd'hui ce matin, first1000.co. Donc first, F-I-R-S-T, 1000, le chiffre 1000.co. C'est une petite newsletter assez cool qui explique comment plusieurs startups connues ont leurs premiers 1000 users. Hmm. Et la newsletter est plutôt bien faite. Genre, par exemple, OnlyFans, bah, il t'explique vraiment comment OnlyFans s'est fait et comment ils ont eu leurs 1000 premiers users. Et c'est assez détaillé. Donc, pour ceux qui aiment ce genre de choses, n'hésitez pas à aller voir. First1000.co. Je viens de m'inscrire. Et, et voilà, j'ai pas d'autres business ou d'autres sujets à aborder. J'avais une petite, pas une idée, mais enfin, en gros, il y a un truc qui cartonne ces dernières années, c'est le business du marché du calendrier de l'Avent. Hmm. Il y a des calendriers de l'Avent de tout. Moi, j'ai une copine, je sais qu'il existe 1001 calendriers de l'Avent avant pour les meufs. Toutes les marques de tout font des calendriers de l'Avent. Vous avez des calendriers de l'Avent du café, du thé, des crèmes, des parfums, des machins, des produits pour la maison, vous avez tout. Pour les hommes, vous avez des calendriers de l'Avent du cigare, de la bière, du vin, de tout ce que vous voulez. Et apparemment, le calendrier de l'Avent est un outil marketing très, très puissant. Enfin, c'est un truc que les gens, le consommateur, adore. Je m'étais dit, tiens, pourquoi pas faire un concept NFT, calendrier de l'Avent, où en gros, tu as une box que tu achètes en ligne, hein, évidemment, tout ça en ligne, que tu payes bien rush. Et tous les jours, tu peux ouvrir ta box à une heure précise et tu reçois un NFT et tu ne sais pas lequel c'est.
Voilà, juste celui qui ne sait pas quoi faire là, avant Noël, et s'il veut lancer un petit concept calendrier de l'avant NFT, vous faites plusieurs NFT, 31, vous les mettez dans un petit calendrier bien designé, vous essayez de vendre le calendrier, et après, les gens peuvent l'ouvrir et ça peut être chouette. Et voilà. Juste, je me suis dit, tiens, comment on peut transposer les calendriers de l'avant avec des NFT, sachant qu'aujourd'hui, les mecs comme moi et comme François, nous adorerions recevoir des NFT pour Noël. Et imagine si on t'offre un calendrier, parce que c'est ça le truc en fait, c'est que le calendrier de l'Avent, j'ai regardé des chiffres là-dessus, des articles là-dessus. Le calendrier de l'Avent est un objet qu'on offre. Hmm. Et c'est un très bon cadeau, enfin c'est un cadeau que les gens adorent et que les gens adorent offrir. Donc, pourquoi pas offrir des calendriers de l'Avent, des NFT à tes potes pour Noël. Ce serait génial. C'est une très bonne idée. Pour le moment, j'en ai un peu marre des NFT, mais ça va durer 12 heures. Là. Dans 12 heures, ça recommencera de En plus, plus ça belle. monte là, les NFT, donc les prix montent. Donc, c'est bien s'il faut, on peut vendre un peu du coup. Non, on vendra peut-être. Mais en tout cas, du coup, si moi j'aime bien l'idée, s'il y a des gens qui le font, dites-le nous. Ouais, il faut creuser tout ça, hein. Là, Ouais, c'est ouais, balancé comme ça, c'est bien plus sûr. compliqué que ça ne paraît. Mais oui. Et bah, moi, j'ai pas d'autres sujets. Peut-être qu'on peut rappeler aux gens, du coup, de liker, de subscribe, de se souscrire à nos vidéos, de s'abonner à nos vidéos et de mettre une petite cloche sur Spotify. Après, c'est de Sur s'abonner Apple sur Spotify. Podcast, il y a Des commentaires? le dernier commentaire et les dernières étoiles ont été mises en août. Les gars, vous dormez. Tu sais quoi? Et si on offrait un NFT de base à quelqu'un au hasard qui viendra mettre un commentaire et 5 étoiles sur sur le prochain podcast? Bon, on est le 18. Là, on record l'épisode, on est le 18. On dit que jusqu'au 31, c'est ça, fin du mois? Ok, jour du Fin du snapshot mois, pour le week-end Farm Spot. Donc ça c'est tombe ça. bien. Et vous recevrez un NFT, on choisira avec François lequel on vous donne. Et vous avez jusqu'au 31 pour commenter sur Apple Podcast, mettre 5 étoiles. Si vous mettez une étoile, ça ne marche pas. Vous n'êtes pas, vous êtes pas éligible. Et de me screenshot tout ça. Donc, vous faites un screenshot et ce que vous faites, c'est vous faites un screenshot et vous le mettez sur Twitter ou vous nous l'envoyez un message privé. Sur Twitter, c'est encore mieux. Voilà, sur Twitter en En public, c'est public. encore mieux, comme ça les gens vont le voir. Euh, cool. Ça Ok, va comme ça? ça va être comme ça. Cool. Je te See laisse. you Ciao, ciao, soon. mec. Ciao, Ciao. ciao.